C'est le candidat dans son exposé clair et pédagogique. Je rappelle aussi les collègues que cette habilitation universitaire, c'est la deuxième habilitation. C'est la deuxième habilitation après l'habilitation de notre collègue de Chaban Abbas. C'est toujours dans la spécialité probabilité et stochastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gagné un maître de conférence de probabilité statistique qui va donner un dynamisme à notre département de mathématiques. Maintenant, pour animer la séance, on passe aux questions et on commence par... Alors, la règle académique, c'est les invités. Alors, on commence par notre collègue Naouni. Merci, Monsieur le Président. Donc, je dois remercier aussi le candidat pour l'exposé qui est très clair et pédagogique. Donc, aussi, comme on dit tout à l'heure, Président, donc je dois féliciter le candidat sur l'exposé et on a aussi pour l'Université de Galma gagné un enseignant dans la spécialité probabilité stochastique et vraiment c'est au niveau national un grand manque dans cette spécialité et surtout la sous-spécialité donc c'est la finance, donc c'est la probabilité en finance, donc c'est très important. Donc pour animer la séance, donc j'ai quelques remarques juste pour on doit expliquer bien le sujet. Donc, j'ai remarqué dans le travail que tu as fait dans la thèse ou après la thèse, par exemple dans l'article que tu as publié, donc tu n'as pas identifié les paramètres. Identifier bien les paramètres. Par exemple, dans l'article ou dans l'exposé. Donc, dans l'article, dans l'article que tu as publié après la thèse, donc vos paramètres, par exemple le gauge P et Q. Donc, vous n'avez pas identifié bien ou déterminé les paramètres P et Q. C'est quoi le P, c'est quoi le Q? Les P, est-ce que c'est un constant varié de A? Donc, est-ce que la variation des deux paramètres, comment jouer le gauge entre les deux paramètres P et Q? Est-ce que vous pouvez donner une explication sur ça? Oui, c'est-à-dire dans le modèle gauge, bien sûr, le P et le Q sont l'ordre. L'ordre de quoi? Parce que le gauge est défini à l'aide de la fonction d'équation de la variance conditionnelle, de Bernoulli blanc, sachant les informations. Ça fait en condition de Bernoulli par rapport aux informations disponibles. Donc, on trouve, lorsqu'on dit gauge PQ, on trouve, c'est-à-dire un polynôme, hein, de coefficient jusqu'à alpha 0, alpha 1, jusqu'à alpha P, hein, où le P c'est l'ordre de retard, d'accord? Alpha 0, plus alpha 1 xt moins 1, plus alpha 2 xt moins 2, jusqu'à alpha P xt moins P, c'est l'ordre de retard. Le P ou le Q, c'est l'ordre de retard du modèle. Ce sont des entiers. Et ça, on doit identifier et clarifier dans l'article ou puisqu'il n'est pas défini. Ce n'est pas défini dans l'exposé, dans l'article. Dans l'article, il n'est pas défini. Dans l'article, il n'est pas défini, même. Parce que c'est classique, parce que là, on voit que. Si quelqu'un lit, bien sûr, l'article. C'est quelqu'un qui lit l'article. Oui, la spécialité, donc il faut préciser tous les paramètres. Voilà, comme ça, ça. pour Oui. Donc, il faut identifier les paramètres. Oui. On a fait des corrections sur l'article, oui. Ça, c'est la version qui n'est pas corrigée, oui. Vous avez raison. Oui. Donc, il faut identifier ces paramètres. On a une critique dans ce sens. Voilà. Donc, il faut bien identifier, puisque
Et aussi, vous avez utilisé l'abrégé. Arche, donc il y a beaucoup d'abrégés, mais ils ne sont pas définis dans l'article. Donc là, je veux dire, arche, c'est quoi le A, c'est quoi le G, c'est quoi le H, c'est-à-dire loin de la spécialité, voilà, donc, on pose ces questions. On trouve ça, par exemple, dans l'introduction. Dans l'introduction, on définit c'est quoi le... Normalement, il y a un tableau dès le départ qui est... Voilà, c'est le départ ou de la fin ou de l'introduction. Oui. Donc ça, c'est important pour moi. Voilà, donc... voilà. Il y a aussi donc dans l'exposé, dans la page 11, l'exposé. Voilà, l'exposé. La page 11. Pardon. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur le pic 11? Oui. Donc le pic qui descend. Une forte variabilité, oui. Oui. Ça fait ici, c'est grosso modo, c'est la conclusion tirée sur cette étude, c'est l'annonce stationnaire ici. Grosso modo, c'est la toute période. Ouais. On a une annonce stationnaire. C'est toujours, ça se signifie qu'il y a une forte variabilité de la variance. Ça fait une valeur pic. Oui. Valeur pic de la variance. Voilà. Ça fait un saut. C'est un saut. Ça fait un saut. Donc, et ça s'explique, pardon, monsieur, ça s'explique aussi. Donc il y a une chose importante, c'est que dans le thème, on a s'intéressé par la modélisation des marchés crack boursiers. Oui, vous avez raison, ça explique les cracks boursiers, ces sauts-là. C'est ce qu'on appelle les événements rares. Qui s'influencent, c'est-à-dire la dynamique. Ça veut dire les événements rares, c'est des sauts, oui. Très bien. Dans aussi la page 8, s'il te plaît. La page 7. 7. Oui, l'équation B. Très bien. Voilà. Donc, vous pouvez me donner donc, une explication sur les paramètres mu et sigma de D. Sigma de D, c'est la diffusion, comme vous dites. Oui. Comment déterminer le mu? Oui, ça c'est... cette équation, c'est la dynamique de prix, c'est l'équation différentielle stochastique. Ça veut dire, si on élimine cette quantité, ça reste une idée, une équation différentielle non linéaire. Ça fait le mu, c'est la vitesse, c'est la tendance, c'est la moyenne. Et ça représente la vitesse. Et le sigma, même si on veut perturber, parce que dans la modélisation stochastique, on cherche à modéliser les perturbations. Ça veut dire... Et vous aurez aussi ici deux mesures différentes. Pardon? Deux mesures différentes, de delta D et dW de T, dans l'équation stochastique. Oui, elle est. La d'accord. première équation. Première équation. Ouais. Ça fait selon. Ça fait cette perturbation selon cette mesure-là, selon ce mouvement. Voilà. Et le premier terme sur par rapport à T. Par rapport à ZT. Z. Non, le premier terme. DT. Voilà. Déterministe. Voilà. Oui. Mesure. C'est une mesure. Mesure de Lebel, oui. Et le deuxième. Mouvement barounien. Voilà. Et le premier, tu as des ST sur ST, donc tu as deux mesures différentes. Donc, comment tu as géré l'équation dans le sens mathématique, l'analyse fonctionnelle. Pardon, c'est-à-dire, son terme. Son terme. Oui. Ça veut dire on élimine cette quantité. Comment tu as joué, comment parce que c'est une équation. Oui. C'est une équation différentielle. Oui, différentielle. Différentielle. C'est la variation. La variation par rapport à T et par rapport au mouvement brownien. Oui. Ça fait deux régimes de variation. Oui. Deux régimes de variation. Comment résoudre un cas stochastique? Oui. Ça fait un calcul formel. Ça fait ici, oui, vous avez raison. Ça fait c'est aidé. Ça fait, lorsqu'on élimine ce terme-là, donc les choses hyper. Donc la solution qui existe, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on a perturbé, la solution au sens classique n'existe pas. À cause de quoi? À cause que cette quantité, ce mouvement, est une fonction qui n'est pas différenciable au point zéro. Ça fait ici, on se base sur ce qu'on appelle le calcul des taux. Donc il faut introduire ce qu'on appelle la classe du processus des taux d'abord, et on fait un calcul sur EDP. EDP, bien sûr.
c'est-à-dire on fait une adaptation, parce qu'il faut toujours revenir, c'est-à-dire au cas d'EDP. Il y a un pont entre les EDP et les IDS, justement. Il y a un pont. Ici, dans ce système, cette équation, vous avez trois mesures. Avec dt, avec dw de t, ou avec dz de t. Ah, il y a une corrélation. Ici, c'est-à-dire pour fixer les idées. C'est-à-dire, côté analytique. Côté analytique. C'est-à-dire, ici, on a l'équation, la première équation est décrite en fonction de W. Comme le sigma, ça, c'est un processus aussi, qui régit, ou qui comporte presque par le même comportement de ST, même le sigma T. D'accord? À travers cette équation, par un autre bruit. Ça fait ici, on a une autre base stochastique. Pour trouver la solution de ça, il faut définir encore une autre base, ça fait un autre espace. Ça fait une autre filtration F qui s'écrit en fonction de WT ou de Z de T. Alors, il y a un troisième mouvement. Il y a des techniques quand même pour c'est-à-dire expliciter la solution. D'accord. La page 18. 18. On reste dans la page 8, s'il vous plaît. La page 8. 8. Juste un petit remarque sur la page 8. Ah oui, pardon. Donc, dans la page 8, vous avez le paramètre bêta. Oui. Tu n'as pas parlé sur le paramètre bêta. Ah oui, dès le départ, on n'a pas fait le système. Non? Oui, l'équation. Système bêta. Oui. Comment identifier le paramètre bêta et comment choisir la valeur de bêta? Pardon. Fais le processus. Donc. E1. Pardon. E1. Parce que là, fait le processus, pardon. Le système. Le système, oui. Bêta, comment identifier le bêta? C'est le coefficient de division par rapport à ce qu'on a considéré que le sigma est stochastique. C'est le coefficient de division encore du sigma. On a considéré que R est stochastique, donc R représente le coefficient de division du sigma encore. D'accord. La page 18. Parce qu'il y a une relation toujours, parce qu'on a parlé, parce que dès le départ, on a un système physique. Un système physique à l'état d'équilibre, c'est-à-dire on ajoute une force, le système a dévié à l'état d'équilibre, on va subir une force. Non, justement, on parle de méthode de division. Oui. Page 18. Page 18. Ouais. Oui. Voilà. Donc, dans ce système, vous avez il y a le R de T et le sigma de T et le K, le θ, le sigma. Donc, vous avez beaucoup des paramètres. Oui. Donc, la première question, c'est comment choisir les valeurs de ces paramètres. Les valeurs de ce paramètre. Les valeurs. Ce sont des paramètres. Ce sont des paramètres. K, θ, oui. Ce sont des paramètres. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs fixées. Oui, bien sûr. Comment choisir les valeurs de ce système? Tu as considéré, donc, pour résoudre ce système, vous considérez qu'on connaît les valeurs de ces paramètres. Bien sûr. Comment choisir les valeurs de ces paramètres? Non, on suppose qu'ils sont connus. Bien sûr. Non, et sachant que ce modèle proposé, selon la base de. On a un phénomène. Ça fait l'occasion de mettre ce système, et on a un système, ça veut dire on a un problème. C'est pour cela, ces paramètres, c'est des données en fonction de notre problème. Des construits selon notre problème qu'on a. Ça fait le phénomène qu'on a. Ça fait on a s'intéressé par le marché du taux de change. Ça fait un marché volatile, c'est pour cela qu'on a construit. Le modèle est construit, il a été construit selon cette nature-là. Mathématiquement, lorsque un système comme ça, beaucoup de paramètres, ça affaiblit le problème, puisque tu as beaucoup d'hypothèses. Donc, sur la valeur R de T, sigma S de T et le K, le θ, donc les valeurs, le choix de ces valeurs, ça affaiblit la solution. C'est-à-dire la solution qu'on a trouvée à la fin, c'est une solution faible. Oui, bien sûr, solution faible, oui. C'est une solution faible, oui. Donc, en réalité, c'est... Parce que, oui,
Oui, solution faible, vous avez raison, oui. Mais le problème ici, on a dit dès le départ que notre souci est d'évaluer parce que les mathématiques financières a fait appel au calcul stochastique. Donc la question que se pose des mathématiques, comment intervenir? Comment intervenir? Donc la seule chose est de trouver des assises analytiques rapides. Parce que les économistes ne cherchent pas à démontrer. Donc les mathématiciens dans des modèles proches, je dis bien proches, donc ce n'est pas des modèles rigoureux pour savoir expliciter, trouver, sauver, surmonter telle difficulté. Même dès le départ, dans les équations différentielles stochastiques, lorsqu'on retourne au cas par exemple dans les finances, un modèle, c'est-à-dire le modèle connu, c'est le modèle de Black-Scholes, il cherche à trouver la solution de l'équation différentielle stochastique qui montre la dynamique de prix. Donc côté analytique, presque qu'il y a des hypothèses qui ne marchent pas, qui ne coïncident pas avec la réalité. Donc il se pose des calculs formels pour le calcul mener bien et trouver une formule donnée aux économistes pour simuler et pour faire des prévisions. Merci. Merci pour les réponses. Merci, Monsieur le Président. Terminé. Merci, Dr. Koudak, pour ces questions et ces remarques importantes et pertinentes. Et maintenant, on passe la parole à notre exécutif. Attends le microphone. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie le candidat pour clarté de l'exposé. Donc, comme d'habitude, j'ai des questions de forme et bien sûr des questions de fond. On commence par les questions de forme concernant l'exposé d'habilitation. Ce n'est pas comme un exposé de doctorat, d'accord? Parce que vous avez soutenu votre doctorat en 20 avril 2014, d'accord? Donc il faut mentionner les travaux faits avant, hein? Contributions scientifiques, les conférences, aussi les encadrements, d'accord, parcours pédagogique, d'accord, c'est avant, ça date, et après, ça date, d'accord, parce que vous avez mélangé un peu les choses, hein, d'accord. Deuxième remarque, hein, concernant la manuscrite. La manuscrite, c'est-à-dire le polycope. Parce que le polycope, c'est un tâche de dossier de votre habilitation. D'accord? J'ai aussi quelques remarques concernant votre manuscrit. Vous n'avez pas mettre une introduction générale ou un prépasse, parce que vous avez fait cette polycope pour une décision de troisième année licence mathématiques. C'est comme ça à l'année. Troisième année, normalement. Oui, troisième année. Donc voilà, donc, il faut faire une introduction générale pour le contenu de cette manuscrit, c'est polycopier, puis l'indication avec le programme, d'accord? Parce que c'est 100%, 80%, ça dépend, d'accord? Deuxième remarque, il faut aussi mettre, parce que pour enseigner un module en licence, on fait cours plus des TD, normalement. C'est-à-dire avec solution. Donc, il faut, voilà, au moins faire dans chaque partie, parce que vous n'avez pas mis des chapitres, hein, donc c'est des sections. Donc, au moins des exemples ou des exercices avec solution. Bien sûr, vous avez mis les exercices sans solution à la fin. D'accord? Troisième remarque concernant le type, style, utilisé pour écrire un polycopier. D'accord? C'est un peu. D'accord? Oui, donc il faut un peu changer, parce que polycopier, on peut toujours, chaque année, on peut améliorer, l'improver. D'accord? Donc je pense, professeur Heta, vous avez donné quelques réserves sur ça. D'accord? Donc il faut un peu mentionner ça. Donc, les questions de fond, d'accord? Donc, on va les questions de fond. Bon. Donc, pour votre travail de doctorat, donc vous avez fait, parce que je suis aussi encadreur, donc je sais comme ça. Donc, il faut donner le lien
Donc, le lien entre travail fait en doctorat et travail fait après le doctorat. Quel est le lien? Donc, vous n'avez pas mentionné donc, Le passage. la méditation, toujours, donc il faut une liaison entre les travaux, en fait. Avant et après. Donc, quelle est la liaison entre les deux? Oui, c'est la liaison que j'ai mentionné au départ, dans le cadre du doctorat. On a s'intéressé par les deux approches pour prévoir la volatilité. Ça fait l'approche historique ou l'approche analytique. D'accord? Ça fait, on a précisé les inconvénients de la prévision de le modèle analytique. On a, dans le cas où on a supposé que les distributions de rendement sont normales. Alors que dans la réalité, on n'a pas cette hypothèse-là. Mais dans le cadre, après, ça veut après, dans le cadre après doctorat, on a mélangé les deux approches. Là, on a introduit une nouvelle technique, c'est l'utilisation de processus d'Easton. D'accord? Le processus, non seulement le processus d'Easton, et d'introduire aussi notre indice. Indice, c'est le CAC 40. Donc, le CAC 40, le CAC 40 répond au nom, parce que le CAC 40, c'est-à-dire dans le marché de taux de change, on sait que ce type de marché, ce sont des marchés volatiles. Vous avez fait vos thèse doctorat, donc c'est l'étude sur. Parce que le titre de votre doctorat ne présente pas votre contribution personnelle que vous avez fait. Non, oui, c'est un titre vague. Oui. C'est l'étude sur la valeur à risque. Ah, oui, Voilà, pour le taux de change entre dinar et oui. dinar et dollar. D'accord? Et après, donc, parce que je suis co-auteur de votre article aussi, donc on a utilisé aussi les indices boursiers. Donc c'est le CAC 40, plus on a utilisé le modèle de Eurostor. Oui. Donc, c'est ça. Bien sûr, avec il existe notre tâche aussi, on a mis à jour les données. Oui. D'accord, on a actualisé les données. Voilà, 2009, 2011, et puis on a fait 2014 jusqu'à 2019. Oui, 2013, je crois, oui. On avait refait du La base de changement. données qu'on a utilisée, oui. Bon, calcul stochastique. Souvent, on utilise le mot filtration. Donc, filtration, c'est une chose mesurable, bien sûr, engendrée par le tribut dans la finance. Que représente la filtration? Oui, d'abord. Directement. Oui, parce que dans le calcul stochastique, on a besoin à définir ou bien à construire ce qu'on appelle une base. Ça fait à partir de l'ensemble, ça fait de l'espace, l'ensemble, qui représente, c'est-à-dire l'expérience. Puis la filtration naturelle, ça fait qu'on construit d'abord un espace mesurable, après l'espace mesuré, mêlé par l'espace mesuré mêlé par une filtration. Ça fait les quadriplés, on construit un quadriplé. La filtration, quatrième composante, c'est une famille de sauteries croissantes par l'inclusion, qui représente les informations disponibles sur le marché. C'est les informations. C'est simplement les informations. Donc, pour le travail que vous avez fait dans le doctorat, donc vous avez utilisé le mot valeur à risque. Pour les non-spécialistes, bon, la valeur à risque, donc côté finance, on a une définition. Côté statistique, on a une autre définition. Donc, statistique, la valeur à risque. C'est quoi? Oui, c'est le cas simplement. Donc pour, oui, tout simplement, c'est une mesure de risque. C'est l'un des premières mesures de risque, oui. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a un projet. Donc la première question que se pose, avant de parler de ce projet-là, et alors, en tant qu'investisseur, je pose la question suivante. Comment je perds au maximum sur cet investissement? À quelle probabilité que je perde au max? Ça fait la probabilité de perte max. Pour moi, j'aimerais bien estimer cette probabilité de perte maximum. Voilà votre risque. C'est-à-dire, tout simplement, c'est la fonction de continu. Oui, c'est la fonction. C'est la fonction de. C'est la fonction continue, oui. C'est l'ICO. C'est ce qui se passe sur le code de distribution, oui. Donc, j'ai une autre remarque concernant la page normalement 18. Page 18. Avec normalement. 18, oui. 18. Donc, vous avez fait une faute de frappe. Donc, le modèle de Roston, c'est avec E. Donc, vous avez écrit quelques pages avec le E et l'autre avec I. E. Roston, E. Pas I.
Houston. Oui, mais hein? Oh, ici. Ah, d'accord. Oh. مش إي. Ah, d'accord. أو كان تبتين بالأو كان بالإي. Ah, d'accord. Donc, concernant la partie après doctorat, donc vous avez donc on a utilisé le modèle de Houston. Voilà. Donc le modèle de Houston, donc on a utilisé les deux W1 et W2 de Moron-Brolin. La question posée, est-ce que les deux Moron-Brolin sont corrélés ou non? Bien sûr, bien sûr. C'est Oui. naturel. Pourquoi? C'est naturel de supposer que les deux W sont corrélés. Pourquoi? Parce que la première équation de la dynamique, voilà, cette équation, ça veut dire que l'actif ici, son cours ST, dépend de sa volatilité. Dépend de sa volatilité. D'accord, dépend de sa volatilité. Et cette volatilité aussi, lui-même, un processus stochastique. C'est pour cela, pour que dans la dynamique lui-même, il y a une corrélation. Il y a un cas de dépendance. C'est la dynamique de prix qui dépend. Il y a une corrélation avec sa volatilité. La volatilité elle-même, processus stochastique. Il y a un pont. Il y a un pont. Parce que l'équation dépend de la première à travers tout début de vidéo. C'est toujours, il y a une corrélation, certes. Parce qu'après, la solution est en fonction de ça. Elle est donc, elle dépend de R ou sigma. Donc, dernière question. Concernant l'anglais, la relationship between Garch model and Houston model. Quelle est la relation entre. Voilà. Quelle est la relation entre. Quelle est la relation entre le modèle Garch, c'est ça? Hein? Garch et H. What is the relationship between Garch model and Houston model? Où, c'est-à-dire, où se trouve la relation? Où se trouve la relation? Non, la deuxième, c'est la version généralisée. C'est On a commencé par le modèle de Houston et puis à la fin, on a récupéré les paramètres de Garch. Voilà. On a estimé les paramètres de Garch. Quelle est la relation entre le modèle de Houston et Oui, le modèle de non, Garch? le modèle Houston nous servait technique analytique. Nous servait technique analytique, ça fait grâce à Houston qui nous donne la solution. Parce que dès le départ, on s'est intéressé, notre souci est d'évaluer l'espérance de la racine carrée. Donc grâce à Houston, c'est lui qui nous a sauvé pour trouver ce produit-là, c'est la valeur de ce produit. Non. Ou bien la valeur de ce contrat. C'est-à-dire comment on a fait donc le modèle de Black-Scholes, c'est un modèle stochastique, Oui. mais on peut transformer le modèle stochastique vers un modèle EDP. Oui. Voilà, pour faire une solution. D'accord. Donc ici, on a fait la même chose. C'est-à-dire on a un modèle stochastique de Houston, on a discrétisé le problème vers un modèle de Garch 1.1 pour simplifier, bien sûr, et puis pour faire des calculs, des applications, et enfin on a le résultat. Oui, c'est la discrétisation. Oui. Voilà ce que je disais tout à l'heure. C'est la discrétisation. Dans la parole, monsieur le Président. Merci, professeur Zgoudi. Une question. Micro. Donc, on remercie le professeur Zgoudi pour ces questions importantes et pertinentes, sachant qu'il est un spécialiste dans le domaine et le collaborateur du candidat. Avant de clôturer, on passe la parole aussi à notre collègue professeur Nagoul. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, j'aimerais bien remercier mon collègue Abdelali pour la clarté de son exposé, qui était clair et pédagogique. Je vais commencer par une petite remarque et j'entame après les questions. Donc, toujours, j'ai besoin de ce diapo, c'est-à-dire la page 18. Qu'est-ce que tu as écrit ici? Pour ce modèle, le processus d'actif a une variance qui suit celle de Cox et Hall. Donc, la première remarque, quand j'ai vérifié votre dossier d'habilitation, je n'ai pas trouvé Cox et Hall dans les références.
Je ne l'ai pas trouvé. Dans les références? Oui. Mais C'est-à-dire, dans votre article, mais dans votre oui, texte. c'est-à-dire, parce que non, dès le départ, on a. Et j'ai vérifié, j'ai trouvé plusieurs Cox. Hein. Oui, oui. Ça. Parce que le modèle de référence, parce que le modèle de référence. Non, référence bibliographique. Non, c'est pas bibliographie, parce que dès le départ, je crois au niveau de la thèse peut-être. Non, je ne l'ai pas trouvé. Dans la prévision côté analytique, on a dit qu'on a basé sur le modèle de Plaquet-Schoos en 1973. Parce que Cox, ici, et Cox et Hall, Cox et Hall, 18. hein, 18, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Cox et Hall, parce que c'est une généralisation. C'est une généralisation. Non, donc ma remarque, tu dois ajouter cette référence. Maintenant, je vais poser ma question. Elle concerne toujours Cox. Donc, pour la technique proposée par Cox pour résoudre l'équation différentielle stochastique, cette technique, elle est basée sur quoi? C'est ma question. Oui, est-ce que tu peux m'expliquer oui, cette technique, ou bien cette technique, elle est basée sur... Oui, donc ça c'est l'équation différentielle stochastique. Bon. Donc la technique utilisée pour expliciter la solution de cette équation et la technique d'adaptation de la méthode déterministe, la méthode de variation de la constante. En utilisant la méthode de variation de la constante cas stochastique. Ça veut résoudre l'équation son de terre. Et puis la solution trouvée. Donc la solution trouvée, je vais supposer par exemple, je trouve la solution par exemple xt, je vais définir par exemple le yt qui s'écrit comme produit yt fois xt. Et on fait, c'est-à-dire on considère que les choses variables et on calcule la dérivée donc, pour trouver la solution de cette équation. Donc on se base sur la méthode de variation de la constante cas stochastique. C'est un problème d'adaptation. Il faut adapter cette méthode avec la méthode cas déterministe. Regarde, le reste de mes questions concernent la volatilité. Donc, je commence par la première. Tu me donnes en quelques mots la définition de la volatilité et les applications. Est-ce que tu peux me citer quelques applications? C'est sûr, en finance. C'est sûr. Et est-ce qu'on peut trouver d'autres applications ailleurs? Tout simplement, la volatilité, c'est une mesure de variabilité conditionnelle de prix. C'est une mesure de variabilité conditionnelle. C'est une mesure de risque. Lorsqu'on dit variabilité conditionnelle, c'est toujours en fonction des informations. On fait le prix sachant les informations. Ça fait une utilisation, il y a beaucoup d'utilisations dans le domaine de biologie, économie. Il y a plusieurs applications. Non seulement dans le taux de change, même estimé, même dans le taux de croissance de la population, par exemple. Le taux de la croissance de la population est décréancé par l'équation différentielle stochastique avec des paramètres, le drift ou le coefficient de division. Donc, la diffusion, c'est l'augmentation, ça dépend. Donc, la croissance des populations, ça dépend chaque année. Donc, varie d'une année à une autre. Donc, ça dépend. Ça dépend des conditions. Ça dépend. Il y a toujours des choses qui perturbent la dynamique ou bien l'évolution de n'importe quel système stochastique. La deuxième question qui concerne la volatilité. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, dans votre exposé, tu as parlé de l'univers risque neutre et l'univers historique? Pourquoi? Oui. Le problème de prévision. Les prévisions de la volatilité. Oui, parce que pour les gens qui s'intéressent aux modélisations des marchés, il y a un problème de prévision toujours. Un problème de prévision. Donc, pour prédire un paramètre, il faut passer d'abord par fondement mathématique, le côté analytique, et puis le côté historique, pour estimer les paramètres. En ce qui concerne l'hypothèse de la loi normale pour les rendements du titre, qui oui. n'est pas vérifiée bien sûr, oui. à cause de la nature des marchés, explique-moi cette nature. Oui, parce que les hypothèses, ici on a supposé que les rendements sont supposés normalement distribués. C'est dans la réalité presque impossible. C'est une supposition théorique. Parce que dans la réalité, on sait que les marchés sont des marchés asymétriques. Parce que l'information, à cause de la symétrie de l'information, on n'a pas des marchés équilibrés. Dans le marché, les agents, par exemple, l'informés, le nombre de marchés des agents ou bien des courtiers dans la bourse équitable, par exemple,
entre les informés et les non. Donc, dans le marché, ça dépend. Il y a toujours une spéculation. Chacun a une propre information. C'est pour cela toujours une information qui perturbe, c'est-à-dire la distribution, qui modélise les rendements de cet actif. C'est pour cela la distribution normale, donc ce sont des hypothèses fortes qui ne marchent pas avec la réalité. D'accord, ma dernière question, c'est-à-dire dans le cadre de la thèse de doctorat, vous êtes intéressé par la prévision historique du rendement, mais sous la dynamique de récent. D'accord. Quel est l'intérêt de ce modèle et quel apport qui est apporté pour la prévision de la volatilité? Donc, on a dit tout à l'heure que ce modèle, c'est discrétisation, parce que le modèle là, c'est qu'il y a des idées à discrétiser. Bon, dès le départ, on a basé sur des données historiques pour prédire la volatilité. Donc, c'est-à-dire nous donne une solution analytique. C'est que les idées à évaluer l'espérance de la racine carrée. Et même d'estimer que les idées aussi, que les idées aussi à estimer les paramètres de ce modèle. Merci une deuxième fois. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. On remercie le professeur Agoun pour ces questions intéressantes et pertinentes aussi. Bon, de mon côté, j'ai eu quelques remarques et des questions. C'est juste pour animer la science. Bon, je sais très bien que le domaine de finance est un domaine d'actualité très difficile. Il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc c'est un domaine vraiment réservé pour les grosses pointures. Mais maintenant, lorsqu'on trouve des gens dans un pays comme l'Algérie qui travaillent sur la finance, c'est vraiment encourageant et très appréciable. Bon, j'ai pas eu comment dirais-je, le dossier, mais à travers l'exposé, j'ai compris des choses, voilà. Donc, ce que tu as fait, c'est deux approches. C'est l'approche, disons, analytique basée sur le calcul stochastique, qui est un peu difficile. La deuxième approche, elle est basée sur time series, une série temporelle. C'est juste une question. Bon, en général, c'est une approche statistique. Normalement, l'échantillon doit être grand. C'est-à-dire, bon, lorsque la période est courte, vraiment, est-ce que c'est significatif? Bon, les biologistes ou bien les économistes, ils se basent sur des périodes longues. Donc, c'est pour avoir beaucoup d'informations pour tirer des conclusions acceptables. Ça, c'est la première question. C'est-à-dire le choix, la taille de l'échantillon. J'ai remarqué, la période est courte. Est-ce que si dans un domaine de finance où il y a le risque, il y a de l'argent, les gens, c'est-à-dire font de confiance sur du résultat basé sur des périodes courtes, 4 ans, 3 ans, comme ça? Justement, parce que le problème que je vois ici, c'est justement dans la période courte, tellement de marchés, des techniques, c'est-à-dire utilisées dans les marchés, même les décisions des marchés sont des décisions rapides, fraction de seconde. Oui, je sais. Oui. C'est-à-dire des agents dans la bourse, donc est organisé, on est éparpillé de manière aléatoire, ou on reçoit c'est-à-dire des informations extérieures. Donc pour eux, ils ne cherchent pas c'est-à-dire un échantillon de taille grande. Même un échantillon, parce que c'est une spéculation. Même l'échantillon change au fur et à mesure. Ah, change. Même un échantillon de petite taille, il change. Donc il change. Ça est juste pour le voir. On sait qu'il y a une performance, parce qu'on en a choisi une période courte. Alors on sait, dès le départ, que la période est bien choisie, d'après, c'est-à-dire
des études ça, qui a été déjà fait. C'était pour préciser la performance du modèle, c'est tout. Bon, ma deuxième question, bon, donc mon souhait c'est de comprendre, parce que Oui. c'est toujours, comment dirais-je, intéressant de comprendre ce qu'il fait, ce qu'ils font les collègues. L'approche bayésienne, c'est l'école américaine. Les Américains utilisent l'approche bayésienne, c'est-à-dire la statistique bayésienne. Donc elle est basée sur l'a priori et la posteriori. Oui. Est-ce que on peut appliquer cette approche pour les problèmes de la finance? Oui. 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 Problème. Oui. Sans difficulté ou bien... Bon, parce que pourquoi on change un cheval qui gagne, c'est-à-dire on ne cherche pas la difficulté. Si on est satisfait avec cet outillage, ok. Sinon on change l'outillage pour l'approche bayésienne. Donc, c'est possible, l'approche bayésienne se base sur donc, des méthodes sophistiquées de l'estimation. Sur des méthodes d'estimation sophistiquées. Peut-être. Hein. Des techniques. Mais pour moi, je n'ai pas dit, c'est-à-dire sur l'approche. Mais à ma connaissance, que se base, cette méthode se base de copier sur des méthodes d'estimation très sophistiquées. C'est tout. C'est tout. C'est tout. À ma connaissance. Hein. Maintenant, sur le plan pédagogique, maintenant, Abdelali, avec Stade Mouhadr, donc tu peux encadrer, tu peux proposer des thèmes d'encadrement dans le cadre de la formation doctorale ou bien des mémoires de master. Quelle est, c'est-à-dire les perspectives d'encadrement? Bon, les perspectives d'encadrement, c'est toujours dans l'axe en général dans l'axe de l'analyse stochastique. L'analyse stochastique. Bon, côté analyse, côté équations différentielles stochastiques, type. Donc, je voulais essayer de collaborer avec vous, avec M. Webb. Hein, D'accord. Mélanger les choses. M. Zardouni aussi. On remercie tout le monde. Voilà. Et permettez-nous 5 minutes pour rédiger le rapport. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ عليكم الآن خلاصة ما كتبت لجنة المناقشة. Le candidat a présenté un exposé clair et pédagogique montrant son parcours scientifique et pédagogique. Le candidat a répondu d'une manière très satisfaisante aux questions posées par le jury. Le candidat a montré aussi sa maîtrise de son domaine de recherche et son aptitude et autonomie pour proposer des thèmes d'encadrement et des sujets de recherche. Pour toutes ces raisons, le jury lui discerne l'habilitation universitaire en mathématiques. Mabrouk alayk.